¿qué tal? Pues es un placer enorme estar aquí, la verdad, porque, bueno, nunca me imaginé que iba a estar aquí. Yo creo que Gilles Lipovetsky no necesita mucha presentación, ¿no? O sea, digamos que es el gran filósofo y sociólogo de la moda contemporánea, ¿no? Y que tiene una mirada que sabe diagnosticar absolutamente, ¿no? Qué está pasando en el consumo, en la moda, en el lujo, etcétera. Y bueno, la idea es que hemos venido a hablar de identidad, que es un tema complejo, ¿no? Porque me voy a poner esto yo también. Porque como la moda es un sistema paradójico, ¿no? O sea, la moda es la novedad, la moda es el cambio, digamos que la definición a la naturaleza, ¿no? de la propia moda es eso, ¿no? El cambio constante y la aceleración hacia lo nuevo. ¿Cómo se puede construir una identidad dentro de la moda si la moda tiene esos rasgos definitorios? Esa sería un poco mi primera pregunta. Merci Laetitia de vous donner la peine de venir me poser des questions. Merci à vous et merci aux organisateurs d'avoir organisé ces journées européennes de la mode sur un thème capital pour nous, Européens. D'autant plus que la mode, on va en parler longuement, aujourd'hui n'est plus un épiphénomène. Longtemps, depuis la fin du Moyen-Âge, la mode était un petit phénomène aristocratique qui ne concernait qu'une toute petite minorité de personnes. Et c'était pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel, le vêtement. C'est un tout autre monde. Aujourd'hui, la mode est un phénomène transversal qui redéfinit le capitalisme lui-même. Le capitalisme hypermoderne, donc contemporain, n'est plus le capitalisme de papa, celui de Ford, au début du XXe siècle, un capitalisme mécaniciste, standardisé. Aujourd'hui, le capitalisme, en tout cas pour toutes les formes qui ont trait à la consommation des ménages, est inséparable de ce que vous disiez, du changement, de la prise en compte des individualités, de la séduction, du plaisir, de la diversité, de l'art. Alors, je vais venir à votre question, simplement pour vous dire combien des journées sur la mode me paraissent tout à fait fondées, parce qu'elles expriment le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune structure du capitalisme de consommation qui échappe à la logique de la mode. La mode, elle est partout, pas dans le pétrole, pas évidemment, ou dans les data centers, évidemment, mais pour tout ce qui touche après au mode d'appropriation par les individus, la mode est là. Alors, vous posiez la question, pardon de cette introduction un peu globalisante, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'un phénomène comme la mode, qui est le changement, l'éphémère, hein, comme vous le disiez, elle contribue à créer une image. Parce que justement, la mode n'est pas seulement de l'éphémère et du vêtement. Et alors, elle crée quoi aujourd'hui? Pour l'essentiel, une image de modernité, une image de créativité, une image de jeunesse.
Vous allez dire c'est une évidence. Non, pas du tout. Longtemps, la mode n'était pas liée à la jeunesse, par exemple. C'était l'expression de l'aristocratie, c'était une classe sociale. Aujourd'hui, fashion, mode, ça veut dire créatif. Autrefois, la mode, ce n'était pas ça. C'était un langage de classe. Aujourd'hui, c'est le langage même de notre monde. Et donc, le paradoxe, c'est que ce qui est éphémère, inconstant, peut contribuer à créer une image pérenne, une image stable. Par exemple, la France a une image de très haute créativité, d'élégance, de chic, comme on disait autrefois, et c'est stable. Depuis peut-être Louis XIV, le XVIIe siècle, mais plus encore depuis le XIXe siècle, la France et l'Italie, d'une certaine manière aussi, sont liées à cette image de très haute créativité. Et la France, quand on pense à la France, c'est manger et les robes, le parfum, l'élégance. Donc, on voit que c'est le paradoxe qu'il y a entre l'éphémère qui est bien géré et qui crée ensuite une image. Ce n'est pas que la France, pardon d'avoir pris cet exemple. L'exemple typique aujourd'hui, c'est la Corée. La K-pop, comme on dit maintenant, c'est de la créativité mode, c'est mode à 100% dans la pop music, mais aussi dans la BD, dans le vêtement, en toute chose. Alors, on va y revenir, l'Europe n'est plus le centre absolu de la mode, hein. Donc nous avons beaucoup de concurrents, de compétition, et là-dedans, je crois que ce qui se joue, comme vous le disiez, bien sûr, c'est l'image d'un pays, mais c'est aussi l'image de marques, des marques. Que les pays, bien sûr, mais derrière les pays, ici, c'est les marques quand même, hein. Bon, certains pays comme la France ou l'Italie, c'est séculaire, mais des pays qui entrent maintenant dans la logique de la mode, des pays plus modernes, comme les États-Unis, comme la Corée, et maintenant la Chine, c'est les marques qui vont faire. On ne va pas associer, par exemple, la Chine à la mode, mais on peut associer Shein, je ne sais pas comment on prononce, hein, de la fast fashion, avec cette image de mode complètement folle. Vous voyez, c'est l'image-là de la marque. Et ça, c'est une question fondamentale. Longtemps, la mode, ce n'était pas les marques, c'était le vêtement. Les marques, il n'y en avait pas d'ailleurs. Aujourd'hui, il est impossible de parler de la mode sans la marque. Et le défi, c'est la construction stable d'une image de marque, parce que c'est la marque qui fait vendre. Et c'est la marque qui imprègne l'esprit et le goût des consommateurs. Totalmente. Mi pregunta es, o sea, estabas diciendo que es una realidad, la idea de que hay relatos que ya han descentralizado a Europa, ¿no? Como el centro absoluto y único de la moda, ¿no? Como el coreano, antes estaba la moda japonesa, etcétera. ¿Cómo se pueden o cómo crees que se pueden exportar esos relatos? Quiero decir, sabemos cómo se crean y sabemos que hay una serie de instituciones que los legitiman, ¿no? Que son las semanas de la moda, las escuelas, etcétera. Sabemos que están las marcas también como centro, ¿no? de ahora mismo base de esos relatos identitarios, pero ¿cómo se exportan? ¿Cuál crees que es la manera adecuada de decir, vale, el mundo que no es Corea ha entendido qué es la moda coreana, o el mundo que no es China ha entendido qué es la moda china, más allá de ser la fábrica de Europa, ¿no? O sea, lo que está haciendo ahora China.
¿Cómo se exporta ese relato identitario al resto de culturas o de identidades? La question, elle est centrale. J'y reviens pour essayer de fonder ma réponse. Longtemps, la mode, ça a été un phénomène pendant des siècles, d'un petit phénomène d'une couturière qui faisait des robes pour la haute société. Et donc, la mode, c'était un métier de la main. De la main. C'était la couturière. Et même ensuite, les grands couturiers, la haute couture, comme on disait, qui est né à Paris, Worth, 1858, grande image de la... C'est un couturier. C'est un fashion designer, comme on le dit maintenant, mais enfin, il travaille le vêtement. Ce phénomène-là, il est toujours réel, évidemment. Il y a toujours des fashion designers. Mais la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, la construction de la marque ne passe plus exclusivement par le vêtement. Ça, c'est le grand changement de ce que j'ai appelé dans un de mes livres le capitalisme artiste. Parce que le capitalisme artiste, c'est le capitalisme de la mode. Prenez même Chanel. Lorsque Chanel fait sa petite robe noire démocratique dans les années 1920, pour l'essentiel, c'est une couturière. Elle est d'ailleurs d'extraction populaire. Elle fait une petite robe très simple. Mais le renom de Chanel, c'est la coupe de cette nouvelle robe qui libère la femme, bon, et toute la mythologie ensuite autour. Mais pour l'essentiel, c'est le vêtement, la coupe du vêtement. Aujourd'hui, je crois que ce phénomène-là n'est plus possible. Aujourd'hui, les grandes marques combinent la communication, les magasins, la presse et des institutions, vous l'avez évoqué, par exemple les Fashion Week, des fondations, Vuitton. Autrement dit, on est passé d'une mode qui était centrée sur le vêtement à une mode polycellulaire, polycentrée. Aujourd'hui, on ne peut plus lancer un parfum ou un vêtement simplement parce qu'on est créatif et on crée un style. Parce que le style, il y en a partout. Donc, ça ne suffit plus pour créer justement cette image. Alors, il faut de nouvelles institutions. Je parlais des Fashion Week, qui maintenant sont mondiales, il y en a dans tous les pays. Autrefois, c'était Paris, vous vous rendez compte? Paris était le centre mondial de la mode, mondial. Paris à lui tout seul, c'est fini. C'est fini. Et en même temps, il faut donc... ça se complique aujourd'hui parce que, même par rapport à l'époque où j'écrivais les livres sur la mode, des années 80, parce que maintenant, il y a le web. Ça change tout. Les réseaux sociaux, Instagram et mille autres. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'habillent pas seulement comme autrefois pour aller à l'opéra, pour sortir. Ils s'habillent pour prendre une photo et la mettre sur Instagram. La logique change. Vous parlez avec des grandes marques. Ça m'arrive souvent. Aujourd'hui, le magasin, le store, le magasin physique est essentiel. À l'époque de Chanel, non. Elle avait un magasin rue Cambon à Paris, bon.
Ce n'était pas très important. Aujourd'hui, d'abord, il en faut dans le monde entier. Et il y a les magasins virtuels. Donc, il faut créer, c'était une partie de la réponse, il faut non seulement créer des lignes de vêtements, mais il faut accompagner par des sites virtuels. Parce que dans le monde entier, maintenant, les jeunes, ils prennent leur smartphone et ils regardent, ils défilent toutes les créations. Quand on voit la fast fashion chinoise, c'est des milliers de modèles chaque jour. Donc, la mode devient complètement accélérée et parmi les nouvelles, comment j'appelle ça, des nouvelles hybridations de la mode et de la communication, mais même, on le voit avec maintenant les nouvelles formes de communication des modes, avec le jeu, le game. Quand vous allez, pour les jeunes, ils achètent sur Internet pour acheter les marques chinoises, ils vous disent il ne vous reste plus que trois robes à ce prix-là. Donc vous avez comme ou bien vous avez gagné comme à la loterie. Donc vous avez une nouvelle articulation avec des choses qui n'existaient pas. Avant, c'était impensable. Dans la haute couture, par exemple, on ne pouvait pas, c'était vulgaire. Aujourd'hui, les logiques du jeu, de la création, de l'art, de la communication dans son ensemble est au cœur de la construction des marques. Alors, là-dessus, les puissances publiques peuvent aider, comme on le fait ici, avec les Fashion Week, dans différentes régions, pour aider les créateurs. Mais l'époque où on pensait qu'il suffisait de faire une jolie robe, par exemple, pour gagner la notoriété, je crois que c'est terminé. Aujourd'hui, la communication, c'est, pour les marques, des grandes marques de luxe, c'est environ 20% du chiffre d'affaires, le budget en communication. Ça veut dire publicité, mais ça veut dire aussi communication institutionnelle, ça veut dire événementiel, toutes les figures, après c'est du marketing si vous voulez. Mais l'époque où être simplement un couturier, c'est fini. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Et la complexité, elle est au cube, parce que maintenant il y a le web. C'est un autre monde, là. C'est une rupture complète. La mode, c'était très manuel. C'était faire des robes avec des étoffes, des aiguilles, des petites choses comme ça. C'est toujours vrai, mais ce n'est plus ainsi. Et vous avez une belle preuve qui est extrêmement intéressante, qui dit la vérité, je pense, de mon modèle théorique. Si vous prenez les grandes maisons de la mode, depuis Worth, depuis le 19e siècle, le fondateur de la maison, c'était un couturier. Worth, Chanel, Nina Ricci, Guerlain, Yves Saint Laurent, les grands noms. Aujourd'hui, qui dirige le département Vuitton Homme? Pharrell Williams. Pharrell Williams, c'est un rappeur. Il n'avait jamais, il ne sait pas ce que ça voulait dire couper une robe. Ça n'a pas d'importance. Vous avez là un Vuitton, c'est pas une petite, c'est pas une virgule, c'est pas un détail. Et il est en charge de l'identité de la marque. Donc, à votre question, il faut créer une identité. Une identité, ce n'est plus seulement faire un joli vêtement,
c'est construire un écosystème de la mode dans lequel beaucoup de paramètres, les artistes, la musique, les fondations, bientôt les films vidéo, parce qu'on va communiquer avec des films, des images. Et sinon, on peut faire, mais vous restez une petite mode artisanale, locale, tout à fait respectable, mais ce n'est pas le sens de votre question. Puis ici, on est réunis, c'est pour donner une dimension plus large. Donc, je crois que ça, il faut bien comprendre ça. L'époque de la mode où mode était égale à vêtement, c'est terminé. Le vêtement n'est plus qu'un élément dans une galaxie complexe, multidimensionnelle, et c'est pour ça que d'ailleurs maintenant, on n'appelle plus le couturier, on appelle cela un directeur artistique. Pharrell Williams, c'est le directeur artistique pour une maison qui fait des vêtements, des chaussures et des parfums. Artistique. La liaison de l'art et de la mode est essentielle. Pour la promotion de la mode en Espagne, la France maintenant le fait avec les grandes fondations, avec Kering, avec LVMH, bien entendu, mais là c'est les grandes, d'accord. Mais toutes font des fondations. Elles créent de l'image. Vous allez à des Champs-Élysées, vous allez dans le flagship Vuitton des Champs-Élysées, vous avez des décorations fantastiques. Le magasin lui-même devient un théâtre, avec Haruhi Kusama, par exemple l'année dernière, l'artiste japonaise que vous connaissez. Tout le magasin était recouvert de rappels avec Kusama. Il y avait une poupée géante en plastique qui représentait Haruhi Kusama en haut du magasin. C'était un événement, si vous voulez, mais qui crée, et tout le monde évidemment avec le smartphone, qui photographie. Et donc le public lui-même devient des ambassadeurs de la marque. Quand vous posez la question, c'est là. Il faut que le public, les consommateurs, les consommatrices, soient captés, soient séduites. Et pour ça, le vêtement ne suffit plus. Il ne suffit plus parce qu'il y en a beaucoup, il y a une offre absolument pléthorique, et donc il faut créer du désir. Le désir, ça se crée, c'est complexe, et il faut de nombreux phénomènes. Bon, la musique, les images, l'art, les magasins, le web, tous ces phénomènes-là doivent intervenir parce que, encore une fois, la mode, ce n'est plus seulement la coupe d'un vêtement. Estoy de acuerdo totalmente contigo en la idea de que hace ya mucho que la moda no es ropa, ni siquiera la moda ya es materialidad. Pero tengo una pregunta que es, en un mundo, porque tú hablabas de Vuitton y de Pharrell, pero en un mundo que está, por un lado, Vuitton, el LVMH es un monopolio, porque lo es. Y luego está Shein y la moda ultra rápida, los Zaras, tal, etcétera. ¿Y qué es la autoría? O sea, yo entiendo que la autoría ahora mismo no es worth, o sea, no es poner una etiqueta en un vestido y que la gente se lo quiera comprar. Y estoy completamente de acuerdo en que el deseo es una cosa súper transversal, más ahora que nunca, etcétera. Pero entre Vuitton y Shein hay una cosa, o hay un relato, digamos, que es el de la moda de autor, que cómo se define ahora, ¿no? En un momento en el que hay dos monopolios del lujo y varios de moda ultra rápida. Entre medias, ¿cómo definirías la autoría? ¿Qué es la autoría en 2026? Je pense que j'ai répondu partiellement à votre question. Je crois que c'est un directeur artistique, un auteur
c'est un directeur artistique. Prenez un exemple quand même absolument prestigieux que personne ne va contester. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, quand il reprend la direction, pas la direction financière, mais le pilotage de Chanel, c'est un créateur de mode. Il a fait de Chanel une mode mondiale parce qu'il s'est occupé du parfum, des chaussures, des magasins. Il a donné une identité Chanel à l'offre complète de Chanel. Donc, il n'était plus celui qui coupait le vêtement. Claro. Il a donné une stratégie, une image globale. Donc, je crois que la réponse à votre question, elle est là. Il faut quelqu'un, c'est pour ça que Pharrell Williams, il ne vient pas du vêtement, il ne vient pas de la mode. Il était batteur, il faisait du drums, il faisait du rap. Bon. Et là, il se trouve dans une des marques les plus prestigieuses du monde. Un rappeur. Donc, c'est un musicien. Ça ne fait rien. C'est un homme très créatif, très mobile. Je pense qu'il faut un directeur artistique, donc, qui soit créatif, parce que la mode, plus que jamais, elle change. Ça, c'est une évidence, elle a toujours changé, mais elle change de plus en plus vite. Et il faut frapper l'imagination. Celui qui fait que le vêtement, ça ne suffit pas. Regardez Jean-Paul Gaultier, qui est un magnifique créateur, mais Jean-Paul Gaultier, il s'occupait de beaucoup de choses. Il faut créer une image transversale. Alors, après, les techniques, ça dépend le créneau que vous avez. Il n'y a pas une solution. Il y en a beaucoup dans la mode. Mais je crois que la réponse simple à votre question, c'est que aujourd'hui, diriger une maison de mode implique, je crois, une sensibilité artistique. Je crois que c'est Margiela qui disait qu'il concevait les catwalks, les défilés de mode, si vous voulez, comme une véritable mise en scène. Voilà un bel exemple encore. Quand vous regardez les films des années 50, c'est charmant. Les défilés de mode, alors vous avez les mannequins qui passaient avec le numéro de la mode dans la maison de l'époque, à Paris. C'était petit, et puis les gens achetaient, ils commandaient les modèles. Mais c'était un défilé de quelques jolies femmes qui préparaient comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez le défilé de mode de Chanel au Grand Palais, c'est du théâtre, c'est de l'opéra. C'est une mise en scène invraisemblable qui coûte des centaines de millions de dollars. Donc, vous voyez encore une fois l'hybridation de ce qu'était là, autrefois la mode, mais c'est il n'y a pas longtemps, c'est les années 50, c'était minimal, c'était chic, mais il n'y avait pas cette mise en scène extrême, et je dirais cette artialisation de la mode. Ce n'est pas le cas de Shein. Dans la fast fashion, non, parce qu'eux, c'est le prix, uniquement le prix, on est d'accord, mais c'est qu'un segment de la mode. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il n'y a plus une seule mode. Il y en a beaucoup. Alors après, chaque directeur artistique trouve, évidemment, mais je pense que cette idée est extrêmement intéressante que le mariage, si vous voulez, la conjugaison de la mode vêtements, avec autre chose. Prenez un dernier exemple qui, je crois, le fait bien comprendre. Comme vous le savez depuis des années, Vuitton fait réaliser une série de sacs par qui? Pas par des fashion designers,
par des artistes d'avant-garde. Jeff Koons, le dernier, Merao Kusama. Donc, ce sont des artistes qui conçoivent un sac Vuitton. Et donc, lorsque la consommatrice achète un sac Vuitton de cette collection, il y a une ambiguïté. Elle achète ou un produit Vuitton ou une œuvre de Haruo Kusama ou de Jeff Koons, ou les deux en même temps. Vous voyez l'ambiguïté, mais le génie là de Vuitton, c'est d'avoir sauté les barrières. L'époque de la modernité, elle était très cloisonnée. Il y avait la mode, l'art, la science, la communication, les masses médias. Cette époque est finie. On est dans une époque de transversalité, d'hybridation, de conjugaison, et l'expression directeur artistique le dit bien. Ce qui était autrefois le couturier, prenez Dior, Christian Dior. D'ailleurs, je le signale, la marque n'est plus Christian Dior, c'est Dior. Parce que Christian Dior, c'était encore le couturier. Aujourd'hui, Dior, c'est une marque, tout simplement une marque. Et la marque, il faut un directeur artistique capable de donner une impulsion, une vision. C'est très loin de la petite couturière d'autrefois qui faisait copier des modèles, etc. O sea, estoy de acuerdo con la idea de, bueno, y aparte utilizar el arte como legitimación, ¿no? del lujo, etcétera, y la idea del director creativo como curator transversal, ¿no? Pero ¿y si no tienes el dinero para llamar a Yayoi Kusama o para hacer un desfile en el Gran Palais? ¿Cómo construyes esa transversalidad como director creativo? ¿Es una cuestión de carisma? Porque, por ejemplo, cuando hablabas de Lagerfeld, para mí es una cuestión de carisma, es un poco lo que decía Pierre Bourdieu, ¿no? Del carisma. Es verdad que el carisma ya no se define como se definía en los 70, pero ¿cómo haces, ¿no? Cuando tú eres un director creativo y necesitas crear un universo transversal entre el arte, la moda, el cine, la cultura, lo que sea, pero no tienes los recursos económicos? ¿Cómo lo harías? Bon, vous avez un bel exemple en Espagne avec Inditex, Zara. Zara a refusé, comme vous le savez, de faire de la communication. Parce que la communication, c'est le magasin. Donc, ils ont économisé en termes de publicité, etc. Et en prenant les codes du luxe appliqués à des vêtements qui ne sont pas de luxe. Le coup de génie dans Zara, ça a été de lancer des vêtements pas cheap, mais enfin modestes, si vous voulez, comme si c'était des produits de luxe. Et donc, en effet, la vitrine, elle est chic, elle n'est pas kitsch, elle est sobre. Et ça a été sa communication. Alors, je comprends bien que tout le monde n'a pas les moyens de Vuitton, mais vous savez, Zara est parti du nord de l'Espagne, enfin, il était très modeste, et il a construit un empire. Petit à petit, après, ils ont beaucoup de moyens. Mais je pense que là, on peut trouver, par exemple, des solutions pour créer des événements. Vous voyez, par exemple, ce qu'a fait H&M, c'est une autre marque de mode en fast fashion. Le coup de génie de H&M, c'est, comme vous le savez, d'avoir lancé ce qu'on appelle maintenant le mastige. Mastige, c'est-à-dire des collections en série limitée
réalisés par un grand créateur, mais à des prix populaires. Voilà encore une invention extraordinaire. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas demander à... Mais là, c'est la créativité, si vous voulez. Je pense que, vous voyez, la mode moderne, elle naît au XIXe siècle, la mode moderne. Mais la créativité, pour l'essentiel, elle était dans la coupe du vêtement, de nouvelles coupes. Bon, c'était l'essentiel. Il y avait d'autres choses, mais c'était l'essentiel. Aujourd'hui, la créativité, elle est là, mais elle est surtout ailleurs. Vous voyez, dans tous ces exemples qu'on a pris, c'est pas tellement... Bon, la coupe Vuitton, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais l'image, elle est mondiale. Parce qu'ils ont trouvé... Alors, comment? Bon, là, il y a des nouveaux relais. Il y a la chance maintenant du web. Les jeunes s'informent par Internet. Et là, il faut faire un gros travail avec des web designers. La communication, ce n'est plus une petite chose. C'est devenu consubstantiel. Et là, bon, après, c'est le travail de trouver des moyens de capter le... Prenez un autre petit exemple, très intéressant, ce qu'on appelle les pop-up stores. Longtemps, le magasin de mode, c'est un magasin, pour l'essentiel, pour le luxe, c'était des magasins multimarques. Aujourd'hui, les marques, les grandes marques italiennes, françaises, se sont répandues dans le monde, mais en même temps qu'ils créent des magasins, ils créent ce qu'on appelle des pop-up stores, c'est-à-dire des magasins éphémères. Ça veut dire que la logique de la mode, elle est entrée dans le magasin lui-même. Le magasin, il va rester 1 mois ou 2. Mais il crée un événement. Alors, il crée du désir, de la curiosité, on va filmer, on va prendre des photos, on va les mettre sur Instagram, et bref, vous créez, vous voyez, c'est là, avec peu d'argent, par exemple, on peut créer des pop-up stores. Alors avec de l'animation, peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas là-dedans, hein, évidemment, mais vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui de moyens, parce que le vêtement n'est plus qu'un aspect. Alors il faut faire autre chose, mais les magasins, le rapport avec d'autres choses que l'art, que le vêtement, je crois, est essentiel. Sí, además, yo creo que la clave, como decías, perdona, es saber comunicar, que cada vez es más difícil porque está todo lleno de relatos, abres el teléfono y te bombardean y como tú siempre dices, seducir, ¿no? Que la seducción es la que lleva al consumo. Entonces, mi última pregunta para dejar a la gente hablar es sobre sostenibilidad, ¿no? Que es muy interesante lo que tú dices muchas veces, de que yo estoy completamente de acuerdo, que no hay que echar la culpa al que está comprando y que hay que comunicar, digamos, en positivo, ¿no? O sea, hacer que la sostenibilidad sea atractiva y no sea algo punible, en plan, has comprado plástico, no, sino al revés, ¿no? O sea, que sea algo positivo, porque al final la gente no tiene la culpa de no comprar. ¿Cuál crees que es el buen relato, ¿no? El buen relato de la moda sostenible en 2026, ¿cuál sería? ¿Qué se cuenta? Es muy complicado, yo creo. Alors là, vous soulevez l'autre grand défi. Le premier, on en a beaucoup parlé, hein, c'est l'hybridation du monde de la mode avec ce qui n'était pas autrefois la mode. C'est la grande question du capitalisme artiste aujourd'hui. Pardon. Et le deuxième grand défi, alors là, il est essentiel, parce qu'il va nous occuper tout le siècle, c'est le nouveau paradigme du développement durable. Il faut bien voir que depuis la fin du Moyen-Âge, le moment où l'Europe invente la mode, car la mode est une invention européenne, n'oublions pas quand même.
Nulle part ailleurs, il y a quelque chose comme la mode, hein, c'est quelque chose de l'Europe. La mode est une institution parfaitement, désinvolte. La seule chose qui compte, c'est de mettre en valeur les classes sociales. Il n'y a aucun sens de la responsabilité. Et là, tout change. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était ludique, frivole, comme on disait autrefois, les vêtements, aujourd'hui, ce n'est plus frivole. C'est grave. Mais comment? Vous avez vu les résultats, la place des industries du vêtement, de la mode, dans le bilan carbone. C'est un instrument de dévastation de la planète, de destruction de la biodiversité et qui menace les générations futures, en tout cas leur bien-être. Donc, indéniablement, il y a là quelque chose d'absolument nouveau. Alors là, jamais, même en 1950, cette question aurait traversé un créateur. Aujourd'hui, c'est impossible d'ignorer cette dimension. Impossible. Alors, le défi est compliqué. Hein. Est-ce que la mode est compatible avec la durabilité structurelle? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que la mode, c'est le jeu. C'est le changement pour le changement. Parce que quand on change un style, il n'y a aucune nécessité. Aucune. Pourquoi changer un style? En principe, pour la simple utilité, la veste, là, elle n'est pas abîmée, je peux la garder 10 ans si elle n'est pas abîmée. Ah non, mais la mode, non. Tu dois la changer. Donc, si vous voulez, dans la mesure où il n'y a pas de nécessité dans le changement de mode, il y a comme un scandale par rapport à la contrainte environnementale. Parce qu'on dit, bon, pendant ce temps-là, on doit dévaster la planète, on va élever le bilan carbone, l'empreinte carbone, et donc il y a là un scandale. Alors, peut-être qu'il y a une incompatibilité, mais on peut réduire cette incompatibilité. Et là, c'est là qu'il faut faire appel à la responsabilité des marques qui doivent introduire le paradigme, alors avec des matériaux biodégradables, il faut recycler les vêtements, il faut valoriser le second hand. Enfin bon, il y a beaucoup de choses en évitant que ce soit du greenwashing. Et c'est un vaste problème. Je pense que l'Union européenne commence à comprendre les problèmes maintenant avec les exportations chinoises qui sont faites dans des conditions épouvantables. Bon, ce n'est plus acceptable. Alors bon, là, c'est dans des régulations européennes. Je pense que en même temps, donc, par rapport aux consommateurs, ça sera compliqué. Parce que dans une époque où, comme vous le savez, les consommateurs dépensent de moins en moins pour le vêtement, en Espagne, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est 3% du budget qui est consacré aux vêtements. 3%. Dans les années 50, c'était 20%. Donc, alors, les jeunes en particulier, ils regardent les prix. Et évidemment, vous avez un t-shirt à 1 euro, 2 euros. Comment? Donc, là, il y a un énorme problème. Je crois que si on ne crée pas, une désirabilité par d'autres aspects, comme on en a parlé,
les produits low cost vont forcément gagner. Parce que comment voulez-vous rivaliser? Vous avez des produits qui sont pas mal, bon, ils ne sont pas créatifs, mais bon, beaucoup de jeunes, ça leur est égal maintenant. La volonté, c'est... Les consommateurs ont changé, on n'a pas eu le temps d'en parler. On n'a parlé là que des marques. Mais la volonté d'originalité est moins grande qu'autrefois. Aujourd'hui, on veut quelque chose que vous aimez. Bon, si la marque de voir votre copine qui a le même blue jean, ce n'est pas un problème. Si vous trouvez que pour vous, ça vous met en valeur. Donc, comment, là-dessus... alors, je crois qu'il n'y a pas que les marques qui peuvent jouer. Je crois que l'État, l'Europe, a un rôle à jouer. Il faut aussi qu'on défende une production responsable. Si on attend uniquement des marques qu'elles défendent la cause de l'environnement face à la compétition chinoise, on n'y arrivera pas. Le marché est capital, mais il n'y a pas que le marché. Il y a la puissance publique. La puissance publique, elle est là pour aider justement une création de mode compatible ou à peu près compatible ou mieux compatible avec le défi de l'environnement. Ce n'est pas un petit défi, c'est le défi du siècle. Le défi du siècle, comme vous le savez maintenant, c'est la guerre, mais c'est aussi l'environnement. C'est pas une petite affaire. Et là, je ne crois pas que le marché, le capitalisme, puisse seul trouver la solution à ça. Les consommateurs, c'est l'appel à la responsabilité, mais là, bon, c'est compliqué. Les marques, il y en a parce qu'elles défendent leur identité par là, mais ça ne suffira pas. Je crois que pour la défense de l'environnement, la puissance publique est essentielle. Voilà pourquoi l'événement aujourd'hui est important. Il est important que le ministre ait fait l'effort de venir soutenir, parce que c'est quelque chose qui dépasse la mode et qui engage notre avenir. Completamente de acuerdo, hace falta intervención política, porque si no, esto, las marcas no lo van a arreglar. Abrimos turno de preguntas para que preguntéis lo que queráis, si no sigo yo preguntando. Il faudrait le micro. Parce que... Merci beaucoup, M. Lipovetsky. J'ai une question sur la question que la mode a été inventée à l'Europe, et seulement à l'Europe. Pourquoi pas dans d'autres civilisations très avancées, comme par exemple la civilisation Chine? Pourquoi pas? Pourquoi seulement en Europe? Magnifique question, qui est une question d'historien. J'avais dans mon livre à l'époque tenté des petites... Je pense que c'est lié au christianisme, parce que dans le cas de chinois, il n'y a pas... Le cas européen se caractérise, comme vous le savez, c'est une civilisation chrétienne. Et le christianisme a pour chose essentielle, c'est que le divin s'incarne dans un homme, Jésus. Donc, le rapport à la terre, à la personne, n'est pas du tout ce que l'on trouve dans le bouddhisme ou dans d'autres religions. Je crois que c'est une des voies qui donnerait l'explication. Une explication, c'est très compliqué. En tout cas, les explications traditionnelles des sociologues, elle est nulle. Parce qu'on nous dit que c'est les classes sociales. Mais les classes sociales, il y en a eu dans toutes les civilisations. Et vous avez raison de dire, oui, mais alors pourquoi là et pas ailleurs?
Parce que là, dans les petites cours européennes, il y a tout à coup quelque chose qui se passe, c'est la folie de la nouveauté. Dans les autres civilisations, non. Ce qui est désirable, c'est la reproduction. On répète les modèles. Le kimono, puisque vous prenez un exemple oriental, il dure des siècles, il ne change pas, ou des petites choses, mais il ne change pas beaucoup. À partir d'un moment, 14e siècle, il y a quelque chose qui se passe en Europe. Ce qui était désirable, donc la tradition, commence à non, on voudrait quelque chose de différent et qui change tout le temps. Ça, c'est absolument unique. Et donc, la mode, elle a une place au niveau, comment dire, dans une réflexion anthropologique et historique essentielle. C'est la première institution connue des hommes qui soit anti-traditionnelle. Anti-traditionnelle. Car toutes les civilisations ont reposé sur des institutions traditionnelles. Ça veut dire que le fondement, c'est le passé. La mode détruit ça. Et ce n'est plus le passé qui donne la loi, c'est le présent. Il y a tout à coup quelque chose qui se casse, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette petite institution qui est le vêtement au départ, qui est tout petit dans les petites cours d'Europe, va peu à peu se transformer et devenir la loi de notre civilisation. Car on est une civilisation intégralement anti-traditionnelle, puisque tout est régi par la mode. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, des voitures, tenez, cette paire de lunettes, elle se veut design, elle se veut fashion, parce qu'elle casse avec le modèle traditionnel. Ce qui était autrefois traditionnel, peu à peu, il n'y a plus rien de traditionnel dans notre monde. Et donc, la mode a été le prototype historique au XIVe siècle de ce qui allait devenir la loi du capitalisme mondial, qui est un capitalisme artiste, un capitalisme non traditionnel. Ça a commencé avec le vêtement. Alors, pardon de ne pas répondre dans le détail à votre question, parce que là, c'est une question d'historien. Il faudrait entrer vraiment dans l'analyse. J'ai donné quelques éléments dans le livre, mais je reconnais très bien les limites. Je n'avais pas l'ambition. Mais il faudrait chercher dans les évolutions avec l'art gothique, comment là, il y a déjà des pièces qui permettent. Je pense qu'il faut relier ça aux transformations de l'art en Europe et de la religion chrétienne, mais pas par l'évolution de la sociologie. Je pense que ce n'est pas la bonne porte, parce que la sociologie des classes, il y en a partout. Tandis que l'art gothique et le christianisme, c'est propre à l'Europe. Je pense que c'est là, peut-être, en tout cas, une des grandes clés pour expliquer ce mystère. Pourquoi des petites cours européennes se mettent à devenir des fous du changement. Et que dès qu'il y a quelque chose, au bout de quelques années, il faut autre chose. Ça n'existe pas ailleurs. Et l'intérêt, je crois que ce n'est pas une explication sociologique. C'est une explication, je crois, plus culturelle. Et qui va être fondamentale, parce que c'est aussi une première pièce, donc, d'une institution non traditionnelle, et donc d'un univers sécularisé. Parce que la mode n'a plus de lien avec les dieux. La mode, c'est ludique. On change, parce que, voilà, on se met en valeur, c'est une manière de se distinguer, il y a beaucoup de... Après, on peut rentrer dans la sociologie, il n'y a pas de problème. Mais l'important, c'est que le lien avec les générations passées et avec le divin est complètement coupé.
La mode, c'est une institution sécularisée et non traditionnelle. Et c'était tout petit, et c'est devenu la loi de notre monde. Ah, oui, merci d'être ici et de parler avec tous les... Vous avez parlé un peu de passé de la mode aujourd'hui. Et moi, je suis styliste aussi et c'est une conversation que nous... Comment vous visualisez qu'est-ce que c'est peut être la mode dans 10 années avec toutes les choses qui passent aujourd'hui dans la direction artistique dans les différentes maisons, dans les modes, comme on a parlé, c'est Sarah Hussein. Qu'est-ce que vous croyez, comme sociologiste, que c'est le plus important, ou comment nous va arriver, comment on peut visionner, qu'est-ce qui va passer quand tout passe trop rapide, et c'est tout la communication, c'est une grande importance dans le monde que nous vivons maintenant. Non? Je crois qu'il faut éviter une illusion de gens qui pensent que la mode va peu à peu disparaître. Je ne crois pas à ça. Je crois que la contrainte environnementale existe, mais qu'on peut concevoir une mode compatible avec le changement. On peut faire des bouteilles avec du plastique recyclable, par exemple, et avec des changements de style. Donc, je crois que l'avenir, c'est la diversification, parce que maintenant, le goût d'avoir le choix me paraît essentiel. On ne peut plus, comme pendant longtemps, il y avait une tendance, il y avait la même tendance partout, tout le monde copiait. Il n'y a plus de mode, il n'y a plus une seule mode, il y a beaucoup de modes. Donc, la diversification, et je crois aussi à un terme qu'on n'a pas parlé, la personnalisation. Parce que ça, on le voit, la demande de quelque chose à soi, qui concerne le soi. On le voit par exemple les t-shirts. Maintenant, on peut commander son t-shirt. On le voit avec les sneakers. Vous choisissez vous-même la customization, comme disent les Anglais, une customization de masse. Je pense aussi que l'innovation reste la loi centrale. L'idée que tout à coup, à cause de l'environnement, des impératifs de la durabilité, le nouveau, la nouveauté, ne soit plus désiré, je ne le crois pas. Je pense que la passion du nouveau est maintenant dans le code génétique de l'homme et de la femme contemporaine. C'est une chose qui naît peu à peu dans les siècles. Et je ne vois pas quelque chose qui puisse le faire dérailler. C'est très simple. Encore au début du siècle, dans les campagnes, on écoutait les mêmes musiques. Votre ami, dans les campagnes, on écoutait du fado. C'était toujours la même musique. C'était pas un problème. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas le choix, c'est insupportable. La passion de toujours nouveau. Alors vous allez dire, oui, mais alors c'est horrible pour l'environnement. Pas sûr.
Parce qu'on peut imaginer un ralentissement, par exemple, pour les produits manufacturés, mais moins, par exemple, pour le cinéma, les séries, la musique. Là, l'innovation est inévitable. Et elle est inévitable, pourquoi? Pas seulement parce que l'homme moderne n'est plus traditionnel, donc il veut du changement. C'est insupportable de ne plus changer maintenant. On s'ennuie. Alors que l'homme moderne, avant, ne s'ennuyait pas. Ça ne les gênait pas. Ils mangeaient toujours pareil. Ils écoutaient la même musique. Ils s'habillaient pareil que leurs parents, que leurs grands-parents. Il n'y avait pas la... Et maintenant, c'est insupportable. On ne veut pas avoir toujours pareil. On s'ennuie. D'où vous avez sur Spotify, c'est 100 millions de titres musicaux. 100 millions. C'est vertigineux. Et donc, ça ne recule pas, ça augmente. Vous allez sur Netflix, vous avez une offre abyssale. Mais vous avez Netflix, vous avez Disney, vous avez Amazon, vous avez... L'offre est pléthorique. Donc, je crois que... alors, ça, c'est au niveau des attentes. Mais pourquoi ça ne s'arrêtera pas? Parce que le capitalisme a gagné. Ça, le capitalisme, il est sur toute la planète et il n'a plus d'adversaire crédible. Or, le capitalisme, comme vous le savez, c'est un système économique fondé sur la concurrence. Mais s'il y a la concurrence, il faut se différencier des concurrents. Il faut offrir quelque chose d'autre. Si vous offrez pareil, bon. Donc, il y a dans le système, intrinsèquement, dans le capitalisme, un moteur de l'innovation. Il n'y a pas de capitalisme sans innovation. C'est Schumpeter qui a développé toute la thèse. Le grand moteur du capitalisme, c'est l'innovation. Or, le capitalisme, il n'a plus d'adversaire. Donc, je ne vois pas comment cette chose-là, elle peut avoir, on peut freiner pour certaines choses, mais encore une fois, je crois que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il faut développer les énergies renouvelables, il faut développer une économie circulaire de recyclage de matériaux, il faut inventer des nouveaux matériaux, parce qu'encore une fois, l'innovation ne s'arrêtera pas, la diversification ne s'arrêtera pas, la customisation ne s'arrêtera pas. Donc, il faut être intelligent et pas être moraliste. Parce que la morale, elle ne change rien. Les gens continuent. Donc, il faut offrir d'autres solutions. ¿Más preguntas? Ah, por ahí. Ah. Ah, se me ha ido lo que quería decir en francés. Bueno, da igual. Bonjour, merci pour tout, je l'aborde. Faré la question en espagnol. A ver. Me la he escrito, lo que pasa que cosas del directo. A ver. Bueno, había escrito que se habla mucho de Shein, pero creo que obviamos que es una marca china, que el gobierno chino está detrás no solo de esta marca, sino de todas las que hoy conocemos. Luego es curioso que yo percibo más miedo que no tanto un miedo a lo que sería el medio ambiente, me explico. Tanto Zara, Primark, H&M, cualquier marca europea, la gran mayoría fabrican, estas marcas low cost fabrican en Guangzhou, en el sureste de China, cerca de
de Hong Kong, y tienen los mismos proveedores, mano de obra, vamos a llamarla barata, aunque hoy en día en China ya todo esto está desapareciendo, y costes. Entonces, esto llega a Europa por nuestras marcas que ya conocemos y tiene unos precios. Y ahora está llegando directamente por el canal chino y tiene otros precios. Entonces, creo que es más miedo económico que no medioambiental. Y todo esto para llegar a una pregunta, bueno, lo había escrito, pero es que si no me voy a enrollar mucho. Y pienso en el fenómeno también PopMart del Labubu, ¿no? Ha sido tendencia este verano y ha sido un boom, ¿no? y que casa muy bien con lo que usted está diciendo, ¿no? De cómo este capitalismo, ¿no? Al final transforma todo, ¿no? Un juguete, ¿no? Un peluche en objeto de moda, ¿no? Todo esto para decir que para que llegue todo este fenómeno Shein, el fenómeno PopMart y muchas más marcas chinas que irán llegando, sí, irán llegando, nos gusta o no, porque China es la hegemonía en estos momentos mundial y de hecho nuestro presidente en estos momentos estará hablando con Xi Jinping precisamente de esto, ¿no? Todo esto para decir, ¿cree usted que Europa ha perdido ya su identidad en el mundo de la marca, en lo que sería la moda? Y en el fast fashion queda más reflejado que nunca. Y si es así, ¿cuál cree usted que sería el camino para que Europa vuelva a tener esta hegemonía, tanto del low cost, vamos a llamarlo así, como del lujo, que al final es el primer exponente al que uno piensa cuando habla de moda en Europa? Merci beaucoup. Merci de votre question. D'abord, pour tout de suite répondre, l'Europe ne pourra pas reconstruire l'hégémonie qui a été la sienne depuis le 19e siècle. Ça, c'est l'époque de la première mondialisation, où, je le disais tout à l'heure, Paris était le centre mondial de la mode, puisque le monde entier, les pays riches venaient à Paris, commandaient au modèle, et Paris dictait la mode. C'était une mode autoritaire, pyramidale. On parlait d'une sorte de despotisme de la mode, et qui était le moment de l'Europe, en effet. Alors, est-ce que la mondialisation, avec la Chine, elle veut dire que l'Europe, elle est balayée? C'est un nouveau défi, mais quand même, la première réponse, d'abord purement factuelle. La première marque mondiale de luxe, elle est européenne, c'est LVMH. Donc, sur le plan purement factuel, c'est un empire énorme, elle est européenne. Le second groupe, c'est Kering, c'est européen, avec beaucoup de marques françaises, mais aussi italiennes. Et d'ailleurs, dans LVMH, il y a des marques espagnoles, il y a Loewe, et des choses comme ça. Vous avez des marques ensuite suisses pour les montres. Donc, l'Europe, sur ce plan-là, elle n'est pas balayée. L'Europe est balayée sur le numérique. On n'a pas de géants. On n'a pas des big tech comme les Amazon, comme toutes ces Facebook, comme toutes ces grandes marques et ces grands groupes d'une puissance extraordinaire. Et nous sommes peut-être en train de perdre la bataille de l'IA, de l'intelligence artificielle. On n'a pas de géants, mais pas pour la mode. La mode, alors, mais c'est vrai, avec un créneau spécial qui est quand même le créneau haut de gamme. Donc, l'Europe a quelque chose que n'ont pas les autres et qui leur permet, et qui permet à l'Europe de continuer à avoir ce prestige. Pourquoi? Parce que l'Europe a inventé les grandes marques. Il n'y en a pas ailleurs.
Il y avait des métiers, il y avait la soie, les Chinois, mais des marques, les grandes marques du 19e siècle, vous prenez Vuitton, vous prenez Hermès, c'est des marques du 19e siècle. Donc, il y a une historicité qui donne une sorte de prestige. Donc, sur ce créneau-là, je crois que l'Europe peut continuer. Pourquoi? Mais parce que il y a beaucoup de pauvreté sur Terre, mais il y a de plus en plus de riches. Et les riches, ils préfèrent des belles choses, bon, etc. Ça explique pourquoi il y a ces marques-là de luxe se portent très très bien. Donc, il y a, je pense, la chance de l'Europe, c'est de disposer d'un capital historique avec des marques de prestige. Et là, les autres marques ne peuvent pas le faire. Ils peuvent faire, en revanche, par exemple, une hôtellerie de luxe. Parce qu'il n'y a pas de comparaison. Mais pour le vêtement, pour les choses comme ça, ou la maroquinerie, c'est propre à l'Europe. Donc, je crois que ça va continuer. Mais ce n'est plus l'hégémonie globale. C'est une puissance sur le haut de gamme de la mode, pas sur la mode entière. Alors ensuite l'Europe avait gagné une deuxième bataille, c'était la bataille de la fast fashion, avec H&M, c'est suédois, et Zara, qui est espagnol. Donc l'Europe a été finalement plus dynamique dans la mode que dans le high-tech. Là, le high-tech, on peut bien le dire, on est nul. Pas au niveau technologique, on sait faire, mais au niveau du capitalisme, on est nul. Pourquoi on n'a pas été capable de faire l'équivalent d'un Facebook européen? Non, on n'est pas capable. Pourquoi il n'y a pas de Google? Pourquoi Google? C'est américain. Tous les grands, c'est américain. C'est la high technology. Et là, l'Europe, c'est un énorme échec. Mais ce n'est pas une petite affaire, parce que c'est la puissance financière. Mais, alors, ce n'est pas notre objet, nous. Dans la mode, l'Europe s'est bien débrouillée. Elle s'est bien débrouillée avec le luxe, c'est number one, c'est numéro 1 quand même, numéro 2 et numéro 3. Alors bon, quand même. Et puis, dans la fast fashion, c'était européen avec H&M. Mais alors maintenant, effectivement, là, la menace arrive avec une ultra fast fashion, avec du inimaginable, avec 1000, 2000, 3000, 4000 nouveautés par jour. C'est le vertige, si vous voulez. Alors, bon, c'est un créneau, mais évidemment très, très préoccupant quand même. Je pense que nous pouvons réagir là. C'est plus facile que dans la high technology. Là, on a pris un tel retard et il y a de tels investissements. Quand on voit maintenant les investissements dans les data centers pour alimenter l'intelligence artificielle, c'est des milliards de milliards. Et malheureusement, l'Europe a été mauvaise. On a le fameux rapport Draghi, l'ancien Premier ministre italien, il a fait un rapport magnifique qui montre comment nous avons échoué. Nous avons raté la révolution du numérique, en gros. Il n'y a aucune, prenez un exemple, il n'y a aucune grande institution numérique qui soit européenne. Mais ce n'est pas le cas de la mode. Alors, bon, il faut continuer, il faut espérer que nous allons pouvoir relever le défi, mais ce sera difficile. Je crois que les Chinois ont compris aussi que, bon, ils ont compris ce que j'essayais de vous dire, que moi j'ai écrit depuis 40 ans, que la diversification, l'individualisation,
la démultiplication des modèles était capitale, mais eux ont ajouté là-dessus des politiques de marketing terribles. Ils savent vendre. Bon. Alors, Inditex a été bon aussi, mais bon, maintenant, c'est compliqué. Je crois que, parce que quand on voit les manières de vendre par Chine, c'est terrible, c'est extrêmement addictif. Vous allez là, vous êtes déjà venu, on va vous offrir des cadeaux. Donc vous y allez, les jeunes, ils vont voir. Bon, là je ne sais pas, je ne suis pas un créateur, ce n'est pas à moi à répondre, mais simplement je voulais avoir une tonalité quand même plutôt optimiste. Autant sur le numérique, malheureusement, on a laissé passer l'histoire. On peut rattraper, j'espère, mais enfin, ça sera compliqué. Hein. La mode, non. Mais regardez, le défi vient de la Chine, mais dès les années 80-90, il est venu des États-Unis. Les États-Unis ont inventé ce qu'ils appellent le New Luxury, c'est-à-dire ce qu'on appelle un luxe accessible. Ils ont innové en créant une mode de qualité, mais qui n'est pas aussi luxueuse que le luxe européen et qui nous considère comme snob. Vous savez, les Américains, bon, Calvin Klein et autres, bon, si vous voulez, bon, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, voilà des marques de New Luxury. Alors, vous voyez, je ne suis pas sûr quand même que la concurrence chinoise peut gagner sur tous ces secteurs. Elle peut gagner peut-être avec les teenagers, les très jeunes, un public qui n'a pas beaucoup d'argent. Là, il y a de la place. Bon, avec une politique de marketing extrêmement agressive et intelligente, très créative, très créative. Mais, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui ont maintenant des restrictions avec l'inflation, tout ça, mais il y a beaucoup de gens riches ou aisés et qui veulent des choses parce qu'aujourd'hui, il y a la passion des marques. C'est ça la nouveauté. Il n'y a pas que le vêtement, c'est la marque. Alors, il y a des marques qui ne sont pas des marques de low cost. Il y a maintenant, je pense, un marché de la mode beaucoup plus diversifié. Avant, en gros, il y en avait 3. Il y avait la haute couture, ok. Il y avait la confection industrielle, mauvaise qualité, pas chère, et qui copiait. Ça, c'était les 2 pôles extrêmes. Et puis au milieu, c'était encore ce que faisait ma mère. Les femmes achetaient les journaux de mode, il y avait des patrons, et puis elle avait la machine Singer, et elle faisait elle-même des robes qu'elle copiait sur les modèles de la mode de l'époque. Bon, c'était très structurel, c'est très, très clair, le schéma, il est compréhensible. Aujourd'hui, les femmes ne cousent plus, donc c'est déjà indéterminé, et la confection, le modèle est dépassé avec le prêt-à-porter, ce qu'on appelle, mais le prêt-à-porter lui-même se décline. Vous avez un prêt-à-porter de très haut de gamme, vous avez un prêt-à-porter chez Chanel, bon, avec des prix exorbitants, avec des t-shirts, des jeans à 1500 € pour une paire de blue jeans. Mais vous avez un cran au-dessus, vous avez Diesel. Alors vous avez des jeans, mais bon, c'est cher, mais enfin avec 100, 200 €, 250 €, vous avez... Bon, voilà. Alors vous avez des étages, et c'est là où il y a la bataille. Et là, je crois que l'Europe, elle peut rivaliser. Et
Ça sera difficile de rivaliser avec les produits vraiment très très bon marché, parce qu'ils ont une main-d'œuvre. Bon. Alors nous, on peut délocaliser, même des belles marques, elles font travailler en Maroc, en Hongrie, en Bulgarie, avec des coûts. Voilà. Mais encore une fois, je suis sur la mode. Je pense que l'Europe, elle a encore beaucoup de cartes à jouer, à cause de son prestige historique et de fait que tout le monde ne voudra pas porter des t-shirts à 3 €. Je pense que, vous savez, c'est une chose bien connue, vous connaissez cet exemple. Vous connaissez la marque Bic, je pense, en Espagne, non? C'était les premiers jetables, si vous voulez. Les produits jetables des années 60, 50. Et Bic avait une idée, ils étaient très créatifs. Ils avaient dit, mais on va faire un bâton de rouge à lèvres qu'on achètera comme un briquet, vous savez, qu'on peut jeter. Donc, je ne sais pas, un bâton de rouge à lèvres à, je ne sais pas, 3 € ou 4 €. L'exemple est très intéressant. Échec total. Les femmes ne voulaient pas un bâton de rouge à lèvres cheap. Parce que c'était une manière de se considérer soi-même comme n'ayant pas de valeur. Donc, le low cost ne peut pas gagner tous les secteurs. Il y a de la place pour des choses de qualité. Après, il y a le marketing, bon, ça c'est le travail des gens. Mais vous voyez, c'est un péril, mais on a des ressources parce que les attentes des consommateurs sont compliquées quand même. Ils ne veulent pas uniquement des choses pas chères. Alors, et deuxièmement, il y a la nouvelle passion des marques, part très très forte chez les jeunes, par exemple. Je me rappelle, moi, dans les années 50, quand j'achetais une paire de sneakers, il n'y avait pas le choix. On prenait une paire de sneakers. Il n'y avait pas de... Aujourd'hui, vous allez chez Adidas ou chez Nike, c'est 200, 300, 400 modèles. C'est un modèle de créativité qui s'est fait là-dedans. Alors probablement, il faudra délocaliser pour trouver quelque chose de, quand même de... Mais bon, la délocalisation, là après c'est des problèmes... Mais bon, je crois que c'est intéressant de montrer autant sur le numérique on a échoué, mais globalement on a échoué, mais totalement. Dans la mode, non. Bueno, tengo que cortar, que me van a matar. Nos hemos pasado mucho tiempo ya tenemos aquí la pantallita que nos está mirando en rojo. Y muchísimas gracias, de verdad, y muchísimas gracias, Gilles.